Bienvenue au potager, c'est notre micro-ferme de montagne. On se situe au Moulin, au cœur du Pays d'en Haut, dans les Préalpes vaudoises, à 900 mètres d'altitude. Je m'appelle Bastien Rossier et j'ai 31 ans. Voilà, moi je m'appelle Yael Rossier, j'ai 28 ans. Et au potager, mon domaine c'est plutôt les jardins, les plantes aromatiques, tout ce qui est dehors. Et puis Bastien, davantage le marketing, la vente, la compta et tout ça. On a une histoire très romantique à te raconter. On s'est rencontrés avec Bastien. À la base, on se connaissait juste de vue, comme ça, parce qu'on habite dans le même village. Non, on habitait dans le même village, Châteaudet. Et puis, quand j'ai eu 19 ans, je suis partie une année en Nouvelle-Zélande. Et puis le soir, avant de partir, un petit peu stressée quand même. Donc il y avait une fête au village. Je suis allée faire la fête au village. Et j'ai croisé Bastien. Et puis je lui ai dit, rendez-vous dans une année. Donc, voilà. Puis il me dit, ah bon, tu vas où? Puis je lui dis, je pars une année en Nouvelle-Zélande. Il me dit, rendez-vous dans une semaine. Moi, je pars dans une semaine. On s'était juste pas rendu compte que la Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu plus grand que la Suisse. Donc, on était à 6 heures, 7 heures de distance en voiture. Et puis, ça nous a permis de voyager ensemble, de faire 2-3 choses, de se connaître en Nouvelle-Zélande, en fait. On est chacun reparti de notre côté. On a fait notre vie un petit moment. Et puis, après, on s'est retrouvés plus tard. Ça fait 7-8 ans qu'on est ensemble. Ça marche bien, donc c'est cool. Les hobbies, Comment dire? Ils sont un peu mis de côté. C'est depuis le potager. Après, t'essayes toujours quand même de trouver des petits moments parce que sinon, ça reste un métier magique. T'as besoin de faire autre chose de temps en temps. Donc moi, c'est assez facile parce que il me suffit d'aller marcher en forêt, d'aller marcher en montagne. De ce côté-là, je suis pas trop compliquée. C'est juste à côté de la maison, donc tu peux y aller 10 minutes ou 5 heures de temps. C'est juste là. Et puis la lecture. Vu que j'ai plus assez de temps pour lire des romans, vu que j'adore aussi les bandes dessinées, ces temps c'est plutôt bande dessinée, donc c'est ça. Et puis moi, écoute, mes hobbies, c'est vrai que la moto, j'aime bien la moto. Le parapente, moto, ça me permet de descendre le soir en parapente, le matin. On était d'accord sur le fait que si le potager ça tournait pas, on était prêt à arrêter puis à dire qu'on s'était planté. Hein. Non, on aura vécu quelque chose. Ouais. Mais si, dans l'idéal, ce serait que le potager continue. Et puis, sous quelle forme, ça va sûrement changer. Il y aura peut-être plus de poules, il y aura peut-être des chèvres, il y aura peut-être, on verra. Ça va évoluer. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'idée de travailler avec les saisons. Donc ça veut dire qu'au printemps, été, automne, t'es à fond et en hiver, tu hibernes. Donc si on peut faire ça, c'est la classe. Ouais. Si on y arrive, ouais, je pense quelque chose comme ça. Ça serait ça. Ouais. Moi, de base, en fait, j'ai habité Genève jusqu'à 14 ans. Et puis, on venait là déjà passer toutes les vacances d'été, les longs week-ends, donc on connaissait bien la région. Puis un jour, les parents, ils ont décidé de prendre toute la famille et puis de venir habiter ici. J'ai clairement décidé déjà toute jeune que je voulais faire agricultrice. Et j'ai pu faire l'apprentissage. Donc, dès que j'ai fini l'école obligatoire ici, j'ai fait mes 3 ans de CFC agricole. Et ensuite, je suis partie une année en Nouvelle-Zélande parce que j'avais envie de voir comment ça se passait les fermes ailleurs et puis apprendre l'anglais. Et quand je suis revenue, j'ai fait un 2e papier d'horticultrice. Et ensuite, j'ai directement été engagée dans cette herboristerie de montagne. Et puis pour finir, on a lancé le potager avec Bastien. Je suis né à Châteaudet, j'ai vécu jusqu'à 15 ans ici. J'ai toujours rêvé de conduire les trains, donc à 15 ans quand j'ai dû choisir quel métier j'allais faire, avant de pouvoir conduire les trains, il faut faire une profession, donc j'ai fait constructeur de voies ferrées, j'ai travaillé 3 ans au CFF comme apprenti. Après j'ai travaillé 2 ans sur la petite ligne qui traverse la vallée, le MOB. Et puis après, avant de pouvoir conduire les trains, je devais apprendre l'allemand,
Et puis à 20 ans, 21 ans, j'avais pas de sous forcément pour aller dans une école en Allemagne, donc je suis parti une année avec l'armée au Kosovo. Vu que j'étais le seul roman ou un des seuls romans dans le camp, et ben j'ai appris l'allemand comme ça. Et puis finalement, je suis parti aussi 6 mois en Nouvelle-Zélande. C'est là-bas qu'on s'est un peu rencontré avec Yael. Je suis revenu ici. J'ai conduit quelques mois des camions. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de mon père en tant que ramoneur. Ensuite, j'ai fait la maîtrise de ramoneur. Et puis, le Covid est arrivé en même temps, quasiment à la fin de ma formation. Je devais reprendre l'entreprise familiale et puis à un moment donné, ça sonnait faux. Enfin, il y a quelque chose qui me plaisait plus avec ce qu'on vivait et puis ce qui se passe autour de nous maintenant. Cette envie peut-être de changer les choses et puis de pas simplement le dire mais de le faire. Et puis l'opportunité s'est présentée quand Yael a perdu son emploi. Et puis c'est comme ça que je lui ai dit, écoute, on se lance et puis on y va. Et on verra bien. Bon, à la base, il était censé travailler seulement un tout petit peu sur la ferme, sur le potager. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait non, c'était pas possible. Donc on s'est mis les deux à 120% dans la ferme. Les 2 premières années, en fait, t'as tellement à mettre en place. T'as la paperasse, t'as tout, aller visiter les clients, prendre contact. T'as pas que le jardin, en fait. Non. C'est ça le truc. Ça prend énormément de temps. Plus le jardin, parce que s'il roule pas derrière, t'as rien à vendre. Donc ça fonctionne pas. Et puis cette année, vu qu'on a Mademoiselle Alix qui nous a rejoint, on a 2 personnes qui nous aident en plus. Les journées, elles sont longues, mais c'est normal, c'est l'été. Hein. Ça viendra. On espère pouvoir se reposer un peu cet hiver. Après, l'année passée, on finissait facilement le soir à 10h parce qu'il fallait encore faire. Tu dois faire, c'est obligé. Maintenant, on arrive à prendre, ça fait 1 mois, on prend nos dimanches. On arrive à prendre nos dimanches. Donc ça, c'est la classe. Une grosse amélioration. C'est vrai qu'il n'y a pas que les légumes qui poussent, en fait, il y a tout ce qui gravite autour pour que ça tourne. Et puis ça demande un travail gigantesque. Phénoménal, ouais. Le marketing, les étiquettes, la labellisation, la paperasse, quoi. C'est monstrueux. Le lieu, en fait, on n'a pas vraiment choisi. Il nous a un petit peu tombé dessus, on va dire. Parce que moi, avant la période Covid, je travaillais dans une herboristerie de montagne qui collaborait déjà avec ce lieu, donc Rogetti qui habite ici. Et puis quand le Covid est arrivé, l'herboristerie s'est arrêtée, donc moi j'ai perdu mon job. Et on s'entendait déjà passablement bien avec Roger. Si on n'avait pas continué, les jardins seraient redevenus du gazon, donc c'était un petit peu dommage. Donc ça s'est décidé très rapidement, on a parlé ensemble, les 3. Et puis on s'est dit que ça serait bien de faire continuer à vivre ces jardins. Donc le lieu était déjà, les jardins étaient déjà ouverts, on a juste continué et puis fait à notre sauce. Alors dans le jardin, on a choisi de laisser les plantes aromatiques qui poussaient déjà. C'est-à-dire on a de la menthe, du thym pour les plus connus, des autres de l'hysope, de la mélisse, encore quelques autres plantes. Et on a incorporé des légumes au milieu. C'était dans l'idée, on s'est dit, on est au pays d'en haut. Au pays d'en haut, il y a plein de fromage, il y a plein de viande, donc un petit peu des légumes. Et on a la possibilité, grâce ou à cause du changement climatique, de pouvoir maintenant cultiver ici des légumes sur une assez longue période. Du coup, donc niveau légumes, nous ce qu'on aimerait proposer, c'est ce que tu vas pas trouver dans la grande distribution, donc des variétés plus anciennes, qui ont des fois des têtes un petit peu rigolotes, des jolies couleurs, et voilà, et on essaye. On a, je pense, à peu près une 50aine de légumes. Ouais, une 50aine de légumes, plus par légume, il y a entre 2 et 3 variétés. Donc ça fait un super joli panel. Et puis vu qu'on est au début de l'aventure, on continue à les tester. Donc il y a des trucs qui foirent complètement. Et puis il y a des trucs qui vont très très bien. Voilà. Superficie attribuée, on a plus maintenant de plantes aromatiques que de légumes. Ouais. Et il y a aussi, on s'est rendu compte, on a de la chance ici parce qu'on a pas mal de maladies et de ravageurs qu'il n'y a pas en plaine. Donc on a des légumes qu'on peut planter typiquement comme les choux, où en bas ils ont plein de problèmes. Et nous on peut les planter ici, on est tranquille, donc on essaye de favoriser ces légumes ici qui poussent bien. Et puis ça c'est un projet peut-être dans 4-5 ans si on a le temps. Ce serait éventuellement à faire un peu nos semences. Parce que la graine, c'est prouvé, elle a une mémoire. Et puis si tu fais toi-même tes graines, à chaque fois tes légumes ils sont mieux adaptés, ça va de mieux en mieux. Ça c'est un des projets qu'on aimerait.
fait, la réflexion, c'est que l'été, on propose le marché à la ferme où les gens viennent le vendredi soir ou le samedi matin à la ferme acheter des légumes. Et puis en hiver, on propose des paniers avec un partenariat avec la Poste à 3000 m² de surface cultivée à la main. Donc il faut qu'on arrive déjà à les tenir. Notre rêve, c'est que si nous, Yael et moi, plus les saisonniers qu'on engage, on arrive à tourner et sortir nos salaires, on s'arrête là. Hein, je n'ai pas besoin de plus. Hein. Là, l'axe, c'est plutôt les restaurants, les privés, les clients privés qui viennent au marché. Et puis, à côté de ça, on a les œufs. On s'était dit, on vendra nos produits vraiment dans la vallée. Ouais. On s'est rendu compte que c'était actuellement pas encore possible. Donc, on a dû descendre un petit peu plus loin. Ça, on n'avait pas du tout anticipé. Et puis, il y a aussi des gens, ils viennent à nous. Ils nous ont entendu parler, ou ils ont goûté, ils sont intéressés. Donc ça, c'est toujours assez chouette quand c'est les gens qui viennent. Puis nous, on avait parié sur le fait que c'était les légumes le revenu principal de la ferme, ce serait les légumes, les œufs et les plantes aromatiques. Et puis en fait, finalement, non, ce sera certainement les plantes aromatiques, les œufs et les légumes dans l'ordre. Enfin, ça s'est pas fait comme on pensait. Et puis, c'était peut-être bien l'avantage d'être assez flexible, parce que ça nous a permis de faire un bilan en automne et puis déjà de planifier le plan de culture pour l'année suivante en modifiant certaines choses. Puis tu vas revenir dans quelques années, puis on aura encore changé d'idée. Les abeilles, hein. Les abeilles, on en a prises, on avait 3 ruches. Et puis on pensait que c'était sympathique comme ça. Puis en fait, on voit qu'il y a les clients qui viennent au marché, ils ont envie du miel, du jardin, ils achètent pas juste une carotte, ils achètent les carottes ou les légumes à Yael, ou bien les œufs de Clara qui s'occupe des poules, ou enfin donc c'est une histoire à chaque fois. Et puis je pense que le miel, typiquement, ça devient aussi une histoire, et on va avoir plus de ruches l'année prochaine parce qu'il y a de la demande et puis que ça nous plaît, quoi. Je dirais que le potager, il a beaucoup changé depuis qu'on a commencé, c'est la relation qu'on a avec Bastien. Clairement, parce qu'avant, on se voyait le soir et le matin, et puis le week-end, et puis maintenant on est tout le temps ensemble. On vit ensemble, c'est le terme. On vit ensemble, vraiment tout le temps, et puis on se tape pas dessus, donc ça a plutôt... Non, c'est vraiment... Ça a beaucoup changé, et puis ça a changé en bien, moi je trouve. Ouais, puis Alix qui est née, elle vit avec nous 24/24 quasiment. Ça c'est quelque chose, ça nous permet en fait de vivre en famille. Il y a peut-être des gens à qui ça ferait peur, mais moi j'en profite, clairement. Je dirais qu'il y a aussi une chose que le potager nous a apporté, c'est plein de contacts avec plein de monde, de milieux différents qui sont intéressés par le projet, ou bien qui viennent, qui te contactent, qui veulent tes produits, ou qui sont sensibles à ce que tu fais. Et puis il y a peut-être aussi une certaine ouverture. J'ai ouvert les yeux sur la réalité par rapport au fait que avant, le salaire il tombait quasi tous les mois sans discuter. Enfin, il tombe et puis t'en parles plus. Là, le salaire, s'il grêle, ça va être chaud. Hein, si on merde une culture, c'est bon. Une deuxième, ça devient compliqué. Yael 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, ou bien moi. On n'avait pas du tout la même idée en tête, mais on avait les deux envie de faire ce projet, mais on visualisait pas du tout pareil. Et puis maintenant c'est comme ça, puis je crois qu'on est bien contents. Mais c'est vrai que moi, avec la maîtrise que j'ai faite, fédérale, de ramoneur, ça n'a aucun lien avec le jardin, mais par contre l'esprit entrepreneurial, la gestion et tout, ça apporte quelque chose. Et puis c'est vrai que ça, typiquement, le jardin, il serait beaucoup plus petit différemment si c'était Yael, ouais. Donc moi, je pousse plus pour juste atteindre la taille qu'il faut pour qu'on gagne notre vie et puis qu'on roule. C'est juste ça. Mais il faut oser se lancer. Ouais. Puis d'un côté plus personnel, toi, l'agriculture, c'était pas du tout quelque chose qui te parlait. Puis là, vu que c'est une micro-ferme, t'as tellement la possibilité de faire tellement de choses différentes que du coup, tout le monde y trouve son compte. D'ailleurs, moi, je me considère pas comme agriculteur. Hein. Je me considère comme autodidacte ou entrepreneur, mais pas forcément comme un agriculteur. Micro-fermier. Micro-fermier, c'est bien. Micro-fermier, c'est un joli terme. Ouais. Un souvenir que j'ai, c'est... je devais avoir 15 ans et demi. C'est mon premier vol en parapente tout seul.
C'est quand l'instructeur m'a dit « Ok, t'as ta radio, tu cours. Si je te dis rien, tu cours et c'est que tu vas décoller. » J'avais de la neige jusqu'aux genoux parce qu'on était en hiver. Et puis en plus, il y avait la montagne on décollait à gauche de la montagne, il fallait faire le tour et puis se poser après dans la vallée. Donc il y avait une partie du vol où on me voyait plus vraiment. Donc c'était une journée idéale, on appelle ça de l'huile. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de vent spécifique ou comme ça. Donc on risquait rien une fois que la voile était en l'air et ça passait. Mais au moment où tu décolles et que tu es là au milieu, qu'il n'y a plus un bruit et que c'est toi qui décides de ce que tu vas faire et que si tu fais quelque chose de faux, tu le payeras cash, tu prends conscience de ce que tu dois... Voilà, il faut que ce soit juste. Et ça, et puis c'est un bonheur de liberté. Oh. Tu survoles, t'as pas un bruit, tu vois les chameaux en dessous de toi. Non, c'était magique. Trop mieux. J'étais en 5e année d'école à Genève. Je pense à cet âge-là, je devais avoir à peu près 12 ans. Et moi, quand j'avais le temps, je lisais énormément les bandes dessinées, les romans, et c'était la période Harry Potter. Cette période-là. Et vu que dans ma famille, on lit tous, et que c'est moi qui lis le plus lentement, c'était d'abord ma mère qui lisait, ensuite c'était ma sœur, et enfin c'était moi qui pouvais le lire, et c'était vraiment les moments où ça sortait, donc t'attendais le truc, c'était horrible. Et enfin, c'est arrivé à mon moment de le lire, et le 5, faut dire que c'est le plus gros Harry Potter, très épais. Et c'était la période des examens, fin d'école. Et je me rappelle avoir eu ce dilemme, parce que j'étais un peu élève modèle, bien faire ses examens, bien faire le tout. Le dilemme entre je vais finir mon Harry Potter sous mon drap, en cachette, avec ma lampe de poche jusqu'à 5h du mat et réussir mes examens. Et j'ai presque foiré mes examens. C'était vraiment chaud et ça c'est vraiment, je me rappelle, j'étais sous ma couette avec mon roman et j'avais mal aux yeux tellement j'avais envie de dormir, mais je voulais continuer à avancer. C'était terrible. Moi j'ai eu une bonne relation avec mes parents, puis je l'ai toujours d'ailleurs. Il y a une chose que j'ai apprise, il y a le goût de l'effort que mon papa m'a transmis par rapport au sport, par rapport à ce genre de choses, à savoir se donner physiquement, il faut y aller, tu n'auras rien sans rien. Donc ça, je pense que c'est une chose qui est intéressante aussi. Et puis l'autre, c'est ma maman qui a une maladie, qui a une polyarthrite, depuis que je suis né en fait, qui l'a. Donc en soi, j'ai jamais vu ma maman faire du vélo comme ça parce qu'elle en est incapable. Et qui nous l'a dit, ne remettez jamais ce que vous voulez faire à demain parce que moi, je suis tombé malade du jour au lendemain et il y a plein de choses que j'avais remises et que je pourrais jamais faire parce qu'en fait, je les ai remises. Et puis au final, je pense que c'est ce qui m'a un peu guidé dans ma vie. C'est pour ça aussi que j'ai fait tous ces métiers différents et puis toutes ces expériences. C'était tout le temps vouloir se dire, si je peux, je le fais. Et puis si j'ai lâché prise pour quitter l'entreprise familiale et puis me lancer dans le potager, c'était aussi une manière de dire à Alix, voilà ce qu'on aura peut-être fait pour la suite, quand elle aura les moyens de prendre conscience à 15, 16 ou 20 ans de ce qui se passe autour de nous, du réchauffement climatique, de toutes ces choses, puis de dire, et vous avez fait quoi à part vous lever, aller bosser, revenir et consommer votre argent dans du pétrole? Et je dirais, écoute, moi j'ai accepté de quitter un métier qui m'assurait un revenu, qui pouvait nous mettre à l'abri. Et puis je suis parti dans quelque chose où je voulais peut-être expliquer simplement. Au lieu de dire, il faudrait, faisons-le. Et puis ça, c'est aussi peut-être ma maman qui m'a dit, écoute, si tu peux, fais-le. Et ose. On verra bien. Ouais. Au pire, on recommence. Au pire, on recommence ou on fait autrement, mais c'est pas grave. Donc ouais. Ça, si je peux lui transmettre à Alix de oser, d'y aller, en fait. De vivre sa vie, en fait, simplement. Sans peur. Elle a le temps, là. Elle a le temps. Ouais. Moi, ce que je transmettrais, et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous remercie, c'est qu'il m'a laissé faire ce que je voulais. J'avais envie d'être agricultrice, j'avais jamais traité une vache, ils n'étaient pas dans l'agriculture, on habitait en ville, ils m'ont dit vas-y. Ça, c'est vraiment quelque chose que je transmets. Maintenant qu'on cultive dans les jardins et que je me rends compte gentiment ce que c'est de cultiver, et puis au final une tomate c'est vivante, une carotte c'est vivante, des poules c'est vivant, je te dirais que l'inverse, quand je vois un champ qui a été labouré pour ressemer du maïs, pour moi ça c'est pas vivant. Là il y a un truc qui bug. Et personnellement pour moi c'est très fascinant, je trouve.
plus fascinant une pomme qui va pousser sur un arbre que l'homme qui est allé sur la lune. Tout ce que la nature elle crée et du coup est vivant, je trouve que c'est très impressionnant. Moi, pour moi, la nature, ça a toujours été quelque chose qui était très important. Quand on habitait à Genève, moi j'étais pas... Disons que je préfère être dans une forêt qu'au milieu d'une ville. C'est quelque chose que personnellement moi j'ai besoin. Si je vais visiter une ville pendant une semaine, la première chose que je vais faire en rentrant, il va falloir en contact avec la forêt. C'est quelque chose qui fait du bien. Je suis pas à la base quelqu'un qui est très nature au sens... Moi j'aime bien les machines, j'adorais les trains. À l'armée je conduisais des camions avec des grues. Voilà, moi je suis plus mécanique. Mais maintenant que on s'occupe du potager, qu'on a fait le choix de travailler sans machine quasiment, la nature, tu la ressens différemment. Enfin, tu as les pieds dedans. Quand tu vas jardiner, tu vas réaliser que tu as des vers de terre qui sont là, qu'il y a de la vie, que ça bouge, que c'est pas juste de la terre et puis tu plantes et tu attends que ça pousse. Enfin, la nature, elle t'entoure et puis... Par contre, ce que je reconnais, c'est qu'en faisant le choix de plus travailler avec des machines, c'est le silence, c'est agréable. Enfin, tu entends les petits bruits des oiseaux comme ça, mais ouais, t'es peut-être plus présent dans l'instant présent. Ouais. T'as de l'argent, t'as ton salaire qui tombe tous les mois, t'as des bonheurs à la hauteur de ton salaire en fait. Tu vas vouloir te payer des vacances à l'autre bout de la terre, tu vas vouloir, toujours plus, je pense. Puis là, avec le jardin, comme tout début d'entreprise, c'est toujours un peu dur au début pour réussir à te sortir un salaire et puis à t'en sortir. Les bonheurs vont se retrouver en fait dans des choses tellement simples que... Je prends un exemple qu'on a vécu il y a quelques mois en arrière. On habite dans un tout petit chalet, nous. On a acheté un petit chalet il y a 2 ans, juste avant le jardin en fait, c'était pas du tout lié, mais notre chalet, je veux dire, c'est vraiment un chalet de 1880 qui a pas été refait, donc c'est en madrier. En hiver, quand tu te lèves, il fait 6 degrés dedans, il fait froid. On a l'eau, c'est l'eau de la source, donc ça veut dire que quand il y a plus d'eau comme cet été, tu prends conscience de la valeur de l'eau. Et la douche, en l'occurrence, on a un petit boiler de 50 litres, donc ça nous laisse à peu près 1 minute 45 pour se doucher. Et ça, on nous a offert une nuit d'hôtel pour notre mariage. C'était une simple nuit d'hôtel, il n'y avait rien d'exceptionnel, il y avait un grand lit, une grande baignoire et une grande douche. Mais le bonheur de se doucher et de se baigner pendant presque 1 heure ou 2, alors qu'il y a 3 ans en arrière, j'en aurais jamais reparlé, parce que ça m'aurait été, on avait une douche, une baignoire, et une spéciale. Mais là, c'était juste le pied en fait, juste profiter de ce genre de choses en fait. Alors ça, c'est le bonheur. Ouais. C'est d'arriver à vivre le moment présent. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui t'arrive maintenant, en profiter, vraiment. Il y a de ne pas voir plus loin toujours et puis d'être ailleurs comme ça. C'est là, je pense qu'avec un bébé, t'arrives à faire ça très facilement. Les sourires, les rigolades et tout. Et ça, c'est quelque chose, j'ai toujours fait très attention de vivre vraiment le moment. Je dirais à mon moi adolescent, à 15 ans quand tu sors de l'école, moi je lui dis fais exactement tout ce que tu as fait, tu as eu raison. Parce que si maintenant on arrive à créer cette petite ferme, à créer le tunnel, à monter le poulailler, enfin tout ça, c'est tout ce que j'ai acquis en fait qui semblait décousu. J'ai fait constructeur de voies ferrées, après j'ai fait chauffeur poids lourd, après j'ai appris ramoneur, je suis allé à l'armée, enfin il y a eu tellement de choses décousues qu'à la fin on me disait mais t'arriveras jamais à trouver quelque chose qui te plaît. Puis en fait, t'acquiers une telle expérience que le jour où typiquement là on a notre petite ferme, tu remets tout en pratique, le crépi, la peinture, la maçonnerie, tout. Enfin, et c'est super gratifiant de le faire et puis de voir que en 15 ans, tout ce que tu as pu apprendre dans d'autres métiers, en fait. Moi, je dirais fonce, vas-y, t'as raison, continue, fonce. Je ferais pareil, mais j'essaierais de me dire de mieux m'organiser et d'arriver à l'heure.
ça aide pour beaucoup de choses. Mais autrement, ouais, c'est tout ce qui a été fait, que sur le moment on a peut-être trouvé que c'était difficile, je suis sûre que ça sert aujourd'hui. Donc je changerai pas. Soyez un couple solide dès le début. Ouais. Faut vraiment avoir les deux envies et puis savoir qu'il y aura plus beaucoup de temps pour le couple d'autres choses de parler. Vraiment d'être là-dessus et puis ouais, c'est ça, et formez-vous. Allez voir ailleurs, faites-vous des expériences avant de vous lancer. Ouais. Ça, ce serait peut-être le truc, ça, pour le potager, si j'avais eu un peu plus de temps pour me former au maraîchage, par exemple. Peut-être pas trop petit en fait. Dans le sens que je veux dire par là, c'est que tu peux pas cultiver tes légumes, les récolter, les vendre et faire la facture. C'est pas possible. Tu es obligé d'avoir du monde autour de toi qui va graviter un petit peu pour t'aider parce que tu es incapable de tout faire. Donc, comme là, cette année, quand j'ai dit à Yael qu'il nous fallait en tout cas une personne au jardin avec nous, c'est vrai qu'au début, il n'y a pas trop de feu. Ouais. Puis maintenant que la saison elle est bien avancée et qu'on voit qu'on arrive gentiment au bout de l'été et puis qu'on a plutôt bien réussi, on réalise qu'on a bien réussi parce qu'on a osé prendre le risque de prendre quelqu'un qui nous aiderait pour bosser. Dans le sens de prendre le risque, ça veut dire sortir un salaire, en fait, réussir à lui sortir un salaire pour ça. Mais si on l'avait pas fait, en fait, on aurait foiré tellement de trucs parce que ça pourrait être partout, c'est pas possible. Osez demander de l'aide. Surtout que t'es pas forcément dans le milieu agricole, on fait pas rêver, hein. Enfin, je veux dire, un mec qui a 3000 m² pour des surfaces pour cultiver, puis un tunnel de 200 m², ça fait pas rêver beaucoup de monde. Et puis, on pense que tu es plutôt un amateur qu'un professionnel, parce qu'on se dit que tu n'arriveras pas à faire pousser grand-chose, on sait pas, enfin voilà. Donc ouais, il faut avoir un peu de caractère. Mais...